Depuis 2-3 ans, StackBlitz a vraiment amélioré considérablement l'expérience développeur. C'est-à-dire que grâce à StackBlitz, vous pouvez très facilement démarrer un projet, par exemple Angular, la doc d'Angular d'ailleurs intègre des exemples en StackBlitz. Vous cliquez sur l'icône d'un projet que vous avez envie de générer, et c'est parti, vous avez tout de suite un projet Angular que vous reconnaissez. Bon, je pourrais également me loguer pour pouvoir facilement partager cette URL, et surtout pouvoir committer, créer des branches, on peut faire énormément de choses très facilement. Ça ressemble beaucoup à Visual Studio Code, tout simplement parce que ça doit être Visual Studio Code. Vous pouvez même interagir facilement avec Firebase, enfin, c'est vraiment excellent quand vous voulez prototyper rapidement quelque chose. Bon, le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que là, bon, c'est encore en Angular 11, mais vu le peu de différence qu'il y a entre Angular 11 et Angular 12, bon, c'est pas gênant en soi. Donc ça avait vraiment révolutionné l'expérience développeur il y a 2 ou 3 ans. Et bien StackBlitz remet ça, je repasse en dark mode, avec les web containers. Alors attention, c'est de ne pas confondre avec les web components, qui permettent de créer des components comme on le fait avec nos frameworks et librairies préférées. Là, c'est des containers qui vous permettent, comme le titre l'indique, en gros, bon, encore plus gros vu la police que j'ai pendant l'enregistrement, mais vous pouvez maintenant exécuter Node.js nativement dans votre navigateur. En quoi ça pourrait bouleverser énormément de choses? Vous dire après tout, Node n'a fait c'était quand même énorme, sortir le moteur JavaScript des navigateurs, donc V8 pour pouvoir s'en servir côté serveur, là, finalement, ça retourne dans le navigateur. Est-ce que, en fait, c'est beaucoup plus élaboré que ça, comme on va le voir ensemble dès maintenant. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Avec les web containers, vous pouvez créer, et c'est ce qui a été fait, à l'aide de WebAssembly, un OS qui lui-même va contenir un serveur Node ou un framework basé sur un serveur Node, peut-être que Next.js pour l'instant, mais ensuite il y aura sans aucun doute Nest.js. Dans le fil Twitter annonçant ces web containers, des questions étaient posées sur Deno, évidemment, ils songent à travailler pour pouvoir intégrer Deno dans leur environnement, dans leurs web containers. Et donc si on résume la chose, grâce aux web containers, vous allez pouvoir bénéficier d'un environnement de développement full stack extrêmement facilement, en un clic comme on l'a fait il y a quelques secondes. Et l'intérêt de la chose, c'est que vous allez gagner en rapidité et en performance, ce qui est un peu la même chose, mais également en sécurité. Si vous suivez cette veille techno, vous avez vu que régulièrement, j'indiquais des failles de sécurité qui avaient été découvertes et patchées dans l'urgence. Et de plus en plus d'attaques visent les développeurs, que ce soit en créant des packages qu'on installe sur NPM basés sur une typo qu'on peut faire. En pensant installer un package, on inverse deux lettres, puis on installe un autre qui est un package malicieux, en tout cas qui vous ouvre une backdoor ou qui peut attaquer d'une façon ou d'une autre votre disque dur ou votre réseau. Il y a énormément maintenant d'attaques et de failles de sécurité exploitées qui ciblent directement les développeurs. Donc ça fait un argument énorme pour les grandes entreprises qui se sont vues attaquer ou qui craignent d'être attaquées, c'est le fait que vous allez bénéficier de la sandbox native de votre navigateur dans laquelle vous allez pouvoir créer rapidement un environnement de développement full stack et en plus bénéficier de la sandbox de votre navigateur. Donc la chose est très performante puisque ce fameux mini OS a été développé avec WebAssembly. Alors WebAssembly, ça fait des années que je vois passer, je dis moi ça ne me concerne pas trop. En fait, finalement, on va peut-être être concerné indirectement en tant que développeurs qui utiliseront des produits développés à l'aide de WebAssembly. Et là où la chose va aller plus loin, ça également, on l'avait évoqué il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, c'est le fait qu'il est de plus en plus question, si vous allez sur WebDev, de donner la possibilité à vos applications web d'accéder à votre système de fichiers. Alors il y a des gens qui sont absolument contre, notamment chez Firefox, et on peut les comprendre. Ça voudrait dire que, de nouveau, une personne malveillante pourrait créer une application que vous utiliserez, une application web, et qui aurait accès à votre disque dur, soit pour accéder à des données auxquelles vous ne voulez pas donner accès d'ordinaire, soit en crypter vos données en échange d'une rançon, les fameux ransomware, enfin vous voyez plein de choses nocives comme celle-ci. Mais ce File System Access API, donc qui donne accès au système des fichiers depuis votre navigateur, tout comme depuis votre navigateur, vous pouvez accepter de donner accès à une webcam ou accepter de donner accès à la géolocalisation ou ce genre de choses. Et bien maintenant, depuis quelques temps, si on regarde, Can I Use, c'est tout récent,
Ça date de... Est-ce que ça indique la date? Ça date au plus d'avril 2021. Et donc maintenant, vous avez accès à ce file system access API qui donne accès depuis vos applications web au système de fichiers de vos utilisateurs, ce qui rapproche encore plus les applications web des applications natives. Alors pour l'instant, on peut voir que c'est supporté par Edge. Pour l'instant, c'est le support partiel. Voilà, 14 avril 2021 pour Edge, Chrome. Et Firefox résiste pour l'instant pour les raisons évoquées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait que... Enfin, c'est plus complexe que ça, mais on peut le résumer de la sorte. Ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on donne des accès au système de fichiers depuis une application web. Mais la chose est quand même granulaire, c'est pour donner accès uniquement, par exemple, je sais pas moi, à un répertoire précis ou aux photos ou des choses comme ça. Et évidemment, avec ce système de container, donc qui permet de créer dans son navigateur un container qui peut contenir un navigateur qui peut contenir un serveur basé sur Node. Donc c'est ces fameux web containers, hein, vraiment gardez-les à l'esprit parce que je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus. Et bien là pour l'instant, vous pouvez en un clic créer une application full stack basée sur Next.js. Vous savez, ce qui vous permet de bénéficier du server-side rendering, 16G, à chaque fois j'oublie l'intitulé, enfin bref, d'avoir des applications telles que Angular Universal, où vous créez, à la fois vous gérez aussi bien le front que le back, et ça en un clic. Et donc de nouveau, quand vous avez une idée de prototype, vous avez envie de tester rapidement, un clic, comme on l'avait fait précédemment pour le côté front, là maintenant ce sera la même chose pour des applications full stack. Alors ce qui est en bêta pour le moment, c'est la possibilité de créer facilement une application basée sur Next.js, GraphQL, HTTP server et un node brut, on peut dire, un node starter. Et je vous disais, à n'en pas douter, Nest.js va sans doute suivre assez rapidement. Et quelques autres, Nux probablement, et tous ceux auxquels on est habitué. Niveau performance, c'est encore plus rapide que d'utiliser son propre serveur qui tourne sur localhost. Voilà, le fameux, vous bénéficierez maintenant du système de sandbox propre navigateur pour vos applications. Vous bénéficierez également d'une votre CLI, comme vous êtes habitué à en avoir une dans quasiment tous les frameworks front contemporains. Bon, pour Angular, c'est Angular CLI. Donc les fameux Ripples pour Node aussi, qui vous permettent de les read, execute. Et le dernier, et non des moindres, c'est que vous allez pouvoir débugger directement côté serveur avec les outils de développement auxquels vous êtes habitué, côté navigateur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien maintenant mettre un debugger dans du code. Vous voyez, c'est du code Node qui vous permet de répondre à des requêtes et envoyer des réponses. Vous avez vu, vous pouvez mettre un debugger. D'ordinaire, ça ne marche pas quand vous êtes côté serveur. Ça marche côté client. Là, maintenant, ça va fonctionner. Et vous pourrez donc voir et bénéficier de tous les outils auxquels vous êtes habitué dans votre navigateur préféré. Alors pour l'instant, ça va être que Chrome. J'espère qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu il y a une quinzaine d'années, ce qui avait valu d'ailleurs à jQuery d'avoir autant de succès, d'avoir des navigateurs qui chacun vont se mettre à supporter des choses dans leur coin. Moins de lenteur que sur localhost, moins d'attaques du fait de la sandbox, et vous n'avez plus à... Vous avez vu, on le fait assez régulièrement quand on a un problème, on se retrouve à devoir supprimer notre module, ça prend beaucoup de temps parce que selon ce que vous avez installé, il peut avoir une taille colossale, et donc simplement maintenant, comme votre serveur Node va s'exécuter dans un OS qui est lui-même hébergé dans votre navigateur, un simple rafraîchissement, donc un simple F5, vous permettra de repartir à neuf, également côté serveur. Et également, ce qui a été... C'est vraiment un concentré d'ingéniosité, de toute façon StackBlitz nous a habitués à ça, c'est qu'ils ont détourné le service worker, auquel on est habitué quand on fait les PWA, qui nous permettent notamment d'avoir un système de proxy qui nous sert des pages qui sont en cache quand on n'a plus de connexion Internet, par exemple. Ils ont détourné le service worker pour qu'on puisse également continuer à développer même quand on est hors ligne. Et donc le tout devrait être fourni sous forme de PWA. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et donc vous aurez une PWA qui sera installée qui contiendra tout votre environnement de développement, donc full stack. Voilà, en un seul clic. Certains développeurs que je suis depuis longtemps, qui sont vraiment des références, notamment dans le monde d'Angular, je pense à des gens comme Joe Himes, qui lui est carrément allé jusqu'à dire que ce qui est en train de se passer avec le web containers, ça marquera l'histoire du web pour les développeurs, tout comme l'a été XML HTTP request, ce qui permet de faire des requêtes Ajax, on dit des requêtes HTTP de nos jours, ou la création de jQuery à l'époque où il y avait toutes ces guerres de navigateurs, ou que évidemment la création de Node en 2009. Donc pour lui, c'est quelque chose qui va marquer l'histoire du web autant que tout ce que je viens de vous citer à l'instant. Donc les web containers, je vous mets l'article
dans le descriptif de la vidéo, ainsi que pour ceux qui sont à l'aise en anglais oral, la vidéo où Eric Simons, qui est un des fondateurs de StackBlitz, fait des démos de tout ce qu'on a pu voir ici en capture d'écran. Donc ça commencera, je vous mettrai à quel moment ça commence. Au départ, bon, ça blablate un peu. La partie la plus intéressante commencera à 18 minutes et 26 secondes. Et je vous mettrai également le lien vers le fil Twitter qui présente la chose et qui répond à des questions, à un ensemble d'échanges via Twitter sur des questions que vous posez peut-être, que d'autres personnes ont posées avant. Donc également, je vous recommande ce fil Twitter, je le mets en description. Alors Capacitor a succédé, pas succédé en tout cas, avec une vie parallèlement à Cordova, dans la création de vos applications mobiles hybrides. Ce qui vous permet de faire, c'est d'interagir avec le hardware du device. Donc quand vous avez besoin d'interagir, je crois, avec la caméra d'un smartphone ou le carnet d'adresses ou bon, tellement d'autres choses, que ce soit qu'il s'agisse de pouvoir scanner des QR codes ou des codes barres, etc. Vous avez besoin d'accéder aux différents hardware de vos devices. Donc c'est ce que permet de faire Capacitor. Et donc Capacitor a sorti sa V3. Donc qu'est-ce qui va être marquant dans cette V3 ? Donc l'objectif de Capacitor, c'est d'aller plus loin que le concept d'app hybride où on sert du HTML, CSS, JavaScript qu'on connaît bien en tant que développeur web pour créer des applications mobiles hybrides. Et là, ils veulent tendre toujours plus vers ce qui est le développement natif. Et donc ce sur quoi ils ont mis le paquet, c'est les performances. Ça, les recettes habituelles, on les connaît, hein, c'est de réduire la taille des bundles quand vous utilisez un certain produit. Là, en l'occurrence, quand vous utiliserez Capacitor 3, la taille des bundles aura diminué, notamment parce qu'ils ont séparé vraiment le corps de Capacitor et ses plugins. Or, jusqu'à présent, jusqu'à la V2, incluse, donc quand vous installiez Capacitor, pour ensuite, accéder à l'objet caméra, au package caméra qui vous permettait d'interagir via son API avec la caméra d'utilisateur, eh bien, en fait, vous retrouvez à disposer de tous les plugins, y compris ceux que vous n'utilisiez pas, parce que peut-être que dans l'application mobile hybride que vous développiez, vous aviez besoin d'accéder uniquement à la caméra ou au carnet d'adresses, et vous installiez tous les autres plugins qui ne vous intéressaient pas. Donc concrètement, côté code, voilà ce que ça va donner. Si vous avez pratiqué un peu Capacitor, vous vous souvenez quand vous accédiez aux plugins, vous deviez importer, c'était un named import, des plugins puis à Capacitor/core, et ensuite, depuis les plugins, vous déstructuriez pour accéder à ce qui vous intéressait, que ce soit la caméra pour prendre des photos ou filmer, ou le file system pour accéder aux fichiers. Avec Capacitor 3, maintenant, ce qui change, c'est que la caméra, elle bénéficie de son propre package. Vous avez vu, c'est le genre de choses qui se pratiquent dans le monde d'Angular, par exemple, c'est cette logique de vraiment séparer les packages pour n'apporter que ce dont vous avez besoin granulairement. Là, c'est pas révolutionnaire, mais c'est bien qu'il l'ait fait enfin dans cette V3. Et vous avez vu qu'ensuite, pour accéder au file system, c'est la même chose, vous avez votre propre package. Donc de nouveau, l'autre façon d'améliorer les performances, c'est le lazy loading, donc vous loadez des choses que quand vous en avez besoin. Voilà, la DX, la développeur expérience, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans tous les outils actuels, parce qu'en fait, ils savent que pour qu'un produit, une librairie autre soit adopté, il faut que les développeurs la trouvent facile à utiliser, donc ils misent également là-dessus pour continuer à avoir une adoption, un taux d'adoption qui est encore croissant, malgré leur, je vous disais, 2 millions d'installations par mois. Donc ils ont créé une nouvelle run command qui va vous dispenser, vous vous souvenez, quand vous faites du développement mobile hybride, vous êtes obligé, si vous développez pour Android, d'installer l'environnement de développement propre à Android, que vous lancez quand vous voulez tester tout ce qui est accès aux différents éléments de votre device, et c'est pénible, ça prend du temps. À une époque, ça prenait du temps à lancer Android Studio. Là, c'était pas Android Studio qui prenait du temps, c'était de lancer l'émulateur, qui prenait un temps infini. Les choses se sont bien améliorées ces derniers temps. Mais donc là, la chose qui va se passer grâce à la V3 de Capacitor, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de lancer l'IDE propre, comme je vous le disais pour le développement Android, l'IDE propre, donc Android Studio, à Android. Vous aurez qu'à continuer à travailler que sur Visual Studio Code, par exemple. La présence toujours un peu plus marquée de TypeScript, ça c'est au niveau des fichiers de configuration. Les permissions, le système de permissions qui a été rendu un peu plus intelligent et granulaire, parce qu'en fait, c'est peut-être dû au fait que préalablement tous les plugins étaient installés. Donc quand vous installiez un utilisateur, installez votre application mobile hybride, développée et ensuite déployée pour leur plateforme spécifique, donc que ce soit Android ou iOS. Et ce qui était dommage, c'est que si vous aviez besoin uniquement de la caméra, ça vous demandait quand même des autorisations pour d'autres plugins qui étaient installés qui n'auraient pas dû l'être. Et moi, je sais personnellement, quand j'ai une application qui me demande bien plus d'autorisation que ce qu'elle devrait faire, je sais pas, si je prends une simple application
qui permet de gérer, je sais pas moi, ma liste de commissions, qu'elle me demande aussi d'accéder à mon carnet d'adresses et à ma caméra, mais ce sera niet tout de suite, je n'installerai pas. Donc voilà, donc ils ont pensé à ce genre d'autorisation plus granulaire, et aussi le moment où vous demandez l'autorisation. Donc vous pouvez très bien demander l'autorisation d'accéder, par exemple au carnet d'adresse ou aux caméras, à l'installation, et pas au moment où la personne voudra accéder en fait à un périphérique de son device. Et donc ce sera au choix. Bon, plus d'investissement côté communauté, parce que c'est open source, Capacitor. Et bon, la possibilité également, là, ce qu'ils indiquent, c'est de permettre de contribuer plus facilement au développement de plugins supplémentaires, parce qu'il y a une vingtaine de plugins officiels, mais en fait, il y a beaucoup d'autres plugins qui sont mis à disposition. Donc si vous avez besoin d'accéder à de nouveaux périphériques qu'il y a sur les smartphones les plus récents et que Capacitor ne les propose pas encore, généralement, vous pouvez aller sur la communauté de Capacitor et trouver un plugin qui ne sera pas officiel, mais au moins qui aura le mérite d'exister. Et bon, également, côté communauté, de pouvoir demander la réalisation de plugins qui vous manquent. Voilà, une amélioration de ce qui est documentation, etc. Donc voilà, je vous ai dit l'essentiel, donc je vous mets l'article en lien également. Donc, Capacitor étant V3. Alors, quand on est développeur JavaScript, souvent on préfère rester, ou JavaScript et TypeScript, on préfère rester dans son langage et son environnement de développement et tout l'écosystème qui va autour quand on réalise ses projets. Premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez vu avec la pandémie, tout ce qui est e-commerce marche encore plus fort. Ça a accéléré l'adoption du e-commerce par ceux qui n'achetaient pas en ligne, et ça a encore augmenté l'utilisation du e-commerce pour ceux qui achetaient déjà en ligne, mais peut-être pas l'étendue de ce qu'ils achètent en ligne actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, étant développeur full stack JavaScript, je suis absolument pas un PHP hater, mais je préfère, si je vais développer un site de e-commerce, avoir un site de e-commerce basé sur JavaScript que sur PHP. Simplement parce que je suis plus à l'aise dans cet environnement, dans ce langage, et je n'ai pas développé avec PHP depuis quelque chose comme une dizaine d'années. Eh bien, vous avez ce framework de e-commerce basé sur Node, et qui adopte la grosse vague, l'énorme vague qui ne fait que croître depuis quelques années du headless CMS. Donc ça vous permet, en fait, essentiellement via des API, le recours à des API, de pouvoir interagir avec un back-end de e-commerce, et ça vous laisse la liberté d'utiliser ce que vous voulez en front, que ce soit un framework libre comme Angular, React ou Vue, Svelte, ou du vanilla JavaScript. Et donc ce qui est vraiment excellent avec ce Vendur 1.0, c'est que ça vous permet de créer un back-end de e-commerce très facilement. Alors une ligne de commande suffit, moi il m'en a fallu une deuxième parce que je n'avais pas lu attentivement. En gros, il a fallu que j'installe les build tools propres à Windows, puisque je suis sur une machine Windows. Vous n'aurez pas de souci si vous êtes sous Linux ou macOS. Donc je vous mets la ligne de commande qui s'affiche ici même, sinon ça ne marchera pas. Et il faut également installer ces outils en étant admin de la console que vous lancez. Et ensuite ça marchera sans problème. Donc comme indiqué ici, voilà, un petit npx add vendor/create et puis le nom de votre boutique. Donc j'ai fait une petite capture d'écran. Voilà, npx add vendor/create. Bon, je vais appeler simplement hello vendor-shop. Et là, ça vous donne le choix, déjà de choisir votre base de données. Alors, comme je ne me rappelais plus des identifiants de ma base Postgre, vu que je m'en suis pas servi depuis un moment, moi j'ai choisi SQLite. Voilà, SQLite, parce qu'au départ, il me demandait mes identifiants, j'ai choisi Postgre, puis je ne me rappelais plus. Donc voilà, SQLite. Par défaut, le langage utilisé, c'est TypeScript. Est-ce que vous voulez avoir des produits et des catégories installées par défaut? Bon, par défaut, oui. Bon, super admin, le compte super admin, je laisse super admin, je m'en fichais, c'est juste pour jouer un peu avec le produit. Je tapais un mot de passe un peu bidon. Et de là, ça vous installe tout ce dont vous avez besoin. Et la seule chose que vous avez à faire ensuite, c'est d'aller dans le projet qui est généré, de faire un yarn start. Donc là, on peut revenir en direct, on peut dire, voilà, donc ça vous lance votre partie back-end, propre à votre boutique. Et là, vous pouvez voir que vous avez, par exemple, si vous voulez accéder à tous les produits. Oui, donc là c'est pour requêter avec GraphQL. Donc j'étais allé directement. Voilà, c'était la petite différence. Si vous mettez admin au lieu d'admin API. Est-ce que je vais me rappeler de mon mot de passe? Oui. Et donc vous pouvez voir que là vous avez accès à un back-end. Et vous pouvez voir par exemple tous les produits qui ont été créés pour vous. Donc vous pouvez éditer facilement sans être trop. Voilà, on va juste mettre à edit. Hop, on update. Voilà, on retourne. Vous avez vu, ça rend la chose très facile. Vous pouvez ajouter de nouveaux produits. Vous avez des collections, oui. Electronics, Home Garden, etc. Vous pouvez rajouter une nouvelle collection. Donc, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez faire tout ça maintenant. Vous retrouvez. Alors là, il queen parce qu'il ne trouve pas le service worker. Je n'ai pas encore exploré la chose.
suis étonné qu'ils cherchent un service worker quand on est côté serveur. Mais bon, comme je vous disais, j'ai pas encore regardé la doc plus avant. Mais la chose qui est vraiment agréable, vous vous retrouvez dans un environnement auquel vous êtes habitué. Vous avez un fichier de configuration en TypeScript qui vous permet de facilement interagir sur des options courantes. Là, on remarque tout de suite que le port sur lequel c'est lancé l'application, c'est 3000, c'est éditable. L'admin pass API, voilà. Enfin, vous pouvez voir que beaucoup de choses sont éditables et compréhensibles d'instinct parce que c'est un ensemble de clés-valeurs, tout simplement. On peut voir le mot de passe bidon que j'ai mis. Et voilà, donc l'intérêt, je vous le disais, c'est que vous êtes dans un environnement familier quand vous êtes un développeur back Node. Et ensuite, en front, vous utilisez ce que vous voulez. Donc, vous vous retrouvez avec Node et TypeScript. C'est headless, donc tout se passe via des API, vous pouvez requêter. Voilà, API driven. Et c'est installable facilement. Alors, de nouveau, pour les développeurs Windows, pensez à la ligne de commande que je vous ai indiqué plus haut. Et je vais vous lancer la petite vidéo de démo, parce qu'elle est brève. Voilà, pour l'installation, un petit NPX, vendor create, c'est parti. Bon, c'est open source. C'est vraiment orienté framework. C'est vraiment orienté e-commerce. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez customiser vos champs. Par exemple, ici, on peut voir que pour les produits, vous avez envie d'avoir un nom, un type, si c'est nullable ou pas. Eh bien, la chose se fait extrêmement facilement. Pour ceux qui sont à l'aise avec GraphQL, la force de GraphQL, c'est que ça vous permet, contrairement aux requêtes d'API REST, de vraiment sélectionner ce que vous voulez que la réponse vous retourne. Donc ici, en l'occurrence, on peut voir que ce qui est demandé, c'est de faire une requête sur les produits, d'en prendre que 3. Et parmi ces produits, qu'est-ce que vous voulez prendre uniquement l'ID, le name, le slug. Le slug, vous savez, c'est le nom de produit. Admettons que si vous aviez, je sais pas moi, un jeu d'échecs électronique, ça vous formerait l'URL /jeu-d-échec-électronique. C'est ça le slug. Et vous pouvez créer requêter également des custom fields, les keywords. Alors, vous pouvez voir également, vous pouvez gérer différentes monnaies, différentes langues, donc c'est multilingue, multicurrency, multilangue. Alors c'est scalable, ça peut utiliser énormément de plugins qui sont extrêmement courants dans le monde du e-commerce, donc ça sert à rien de réinventer la roue. Donc si vous voulez un système de paiement via Stripe, vous avez vu, c'est prévu, ça peut se plugger facilement. Si vous voulez avoir un système de recherche très performant, Elasticsearch est proposé. Algolia, également la référence pour tout ce qui est recherche, quand vous avez besoin d'une recherche très, très performante. Par exemple, d'avoir un champ de recherche qui permet de trouver des produits, etc. Et en front, c'est ça l'intérêt de l'SCMS, c'est qu'ensuite en front, ça ne vous impose pas d'utiliser un framework particulier. Vous pouvez décider de développer avec Vue, avec Angular, avec du vanilla JavaScript. Et le dashboard, on l'a vu ensemble, qui vous permet de facilement accéder sans difficulté, même pour quelqu'un qui ne serait pas développeur. Vous voulez le rendre autonome, de pouvoir ajouter des produits, des catégories, pour le faire facilement. Il y a des rôles, il vous permet d'ajouter des rôles pour avoir des gens qui pourraient être admin, super admin, on peut dire, ou simple admin ou éditeur. Vous pouvez aussi gérer, regrouper les customers en fonction de différents rôles. C'est vraiment très, très poussé. Donc pour ceux qui voulaient se mettre au e-commerce, qui voulaient avoir le choix de la librairie ou du framework front à utiliser, et pouvoir rester dans l'univers des headless CMS, eh bien la chose est désormais possible avec cette V1 de Vendur. Comme toujours, pour ceux qui veulent monter en compétence justement sur d'autres librairies ou frameworks front, je vous rappelle que Angular en 90 minutes, c'est par ici. Prendre en main la V3 de Vue et la Composition API, vous avez une vidéo également. Même chose pour React, si vous ne connaissez pas encore les hooks, j'avais fait une playlist dédiée aux hooks. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.